Très content d'être ici aujourd'hui. Souvent, on fait des présentations avec nos confrères de taxes au symposium. Aujourd'hui, on sort un petit peu de notre zone de confort pour présenter dans un congrès où est-ce que l'impôt est à l'avant-plan. Alors, on fera changement un petit peu du type de sujet aujourd'hui en parlant des pièges à l'ère d'Airbnb à éviter en taxes. Avant de commencer, à main levée, il y en a combien parmi vous qui, dans leur cercle ou dans leur clientèle, ont fait l'acquisition de propriétés qui sont affichées sur Airbnb ou toute autre plateforme de logement? Il y en a quelques-uns. Puis combien parmi eux se sont informés des conséquences potentielles en taxes avant d'en faire l'acquisition? Okay, on a à peu près la moitié. Alors, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de rappeler un peu les règles traditionnelles en matière d'immobilier qui peuvent s'appliquer dans un contexte de location à court terme. C'est aussi une opportunité de traiter la nouvelle taxe Airbnb, qui est grosso modo la section des nouvelles mesures en matière de commerce électronique qui s'applique à l'hébergement à court terme. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est évidemment de parler de l'interaction de ces nouvelles règles-là avec celles qui ont toujours existé. Puis au final, on va présenter des exemples rencontrés en pratique qui sont les plus susceptibles de se présenter pour votre clientèle qui effectue la location à court terme d'immeubles. Puis avant de commencer, plus ça change en matière de taxes, plus c'est pareil. En l'an 2000, donc près d'un quart de siècle plus tard, en fait, il y a déjà un quart de siècle, la Cour d'appel fédérale rappelait que l'interprétation de la définition d'immeuble d'habitation et de logement unique, ça impliquait qu'il devait interpréter un modèle d'ambiguïté créé par un amas de définitions. Puis la version originale anglaise parlait même d'un labyrinthe de définitions. Je vous l'annonce tout de suite, c'est la même chose aujourd'hui. Idéalement, puis mon rôle, ça va être d'essayer de rendre ça plus intelligible pour vous, puis surtout de lever les drapeaux des exemples de pièges que vous pourriez identifier avant que ça devienne problématique. Donc, règles de base essentielles dans les régimes de TPS et de TVQ, pour qu'il y ait de la taxe qui s'applique, que ce soit de la TPS ou de la TVQ, ça prend une fourniture taxable. Ça, ce que ça vise au fin de la législation applicable, c'est une livraison de biens, une prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange ou louage. Et pour que la fourniture soit taxable, il faut qu'elle soit effectuée dans le cadre d'une activité commerciale qui est spécifiquement définie comme étant soit l'exploitation d'une entreprise, un projet à risque ou une affaire à caractère commercial ou une fourniture d'immeubles. Et la grosse exception à ces trois types d'activités commerciales-là, ça va être les fournitures qu'on appelle exonérées. Donc la règle générale, c'est que quand on a une fourniture d'immeuble, que ce soit par location ou par vente, c'est taxable, sauf exception. Et ici, le S majuscule, dans une couleur différente, est délibéré parce que la règle générale ne s'applique pas si souvent que ça. Donc, dans un premier temps, les locations exonérées qui vont vous permettre de ne pas avoir à payer de taxes sont assez simples. Puis vous êtes probablement déjà assez familier avec ça si vous avez déjà été locataire d'un logement. Un immeuble d'habitation ou une habitation dans un tel immeuble qui est loué par bail en vue de son occupation à titre résidentiel ou d'hébergement pour une période d'au moins 1 mois, ça va être exonéré de taxes. Ça va être la même chose aussi pour une habitation qui est louée par licence ou accord semblable pour son occupation à titre résidentiel d'hébergement pour une contrepartie qui ne dépasse pas 20 $ par jour d'occupation. Petite subtilité additionnelle des cas de sous-location, on peut exonérer une sous-location. En fait, c'est que ici, si par exemple, on a un locataire qui sous-loue, si la totalité ou presque de ces sous-locations est exonérée par l'une des règles qu'on vient tout juste de voir, mais la location principale va l'être aussi. Ça constitue souvent un piège pour le propriétaire de l'immeuble. Un cas typique, c'est un locataire qui va sous-louer l'appartement sur Airbnb. Ici, il y a un risque de perte de l'exonération de la première location entre le propriétaire et le locataire parce qu'on va perdre le statut d'immeuble d'habitation. Un autre cas qu'on voit fréquemment, c'est des locations des employeurs qui vont permettre à leurs employés d'aller loger gratuitement dans un appartement. Ici, on a, comme à l'alinéa B, une fourniture à titre gratuit qui ne dépasse pas 20 $ par jour. Dans ce contexte-là, ce que ça implique, c'est que la location principale devient, elle aussi, exonérée. Puis pour le propriétaire de l'immeuble, qui prend pour acquis que ses revenus étaient tous taxables, il réclamait probablement 100 % de ses taxes sur ses dépenses.
Sauf que si on a des locations exonérées, ce type de revenu-là ne donne pas droit à des remboursements, puis ça fait en sorte qu'il y a des montants qui sont réclamés en trop. Ça couvrait les locations qui peuvent être exonérées d'un immeuble. Maintenant, au niveau des ventes, il y en a 4 bien distincts qui sont susceptibles de s'appliquer dans un contexte de location à court terme. La première, c'est la vente par une personne autre que le constructeur d'un immeuble d'habitation. Ça va être possible de le vendre et que la fourniture soit exonérée, mais seulement s'il n'y a eu aucun CTI, RTI qui était réclamé relativement aux taxes payées à l'achat de l'immeuble ou aux améliorations, soit les dépenses capitalisables qui vont avoir été apportées durant la période de détention. Ce que ça veut dire ici, c'est que le piège potentiel, c'est quelqu'un qui va faire de la location à court terme, qui va avoir des revenus taxables, mais pourrait être tenté de réclamer des taxes à l'achat en fonction du pourcentage de revenus taxables anticipés, si c'est possible. Ou sur la rénovation d'une cuisine, par exemple, pour la rendre plus attrayante. Mais ça, de réclamer des CTRTI sur ce type d'immeuble-là, si l'intention c'était de le revendre sans avoir à charger de taxes, bien, ça va contaminer l'exonération, puis elle ne s'appliquera pas. Autre exemple évident, puis c'est le sujet, en fait, le titre même de la présentation d'aujourd'hui, bien, de louer un immeuble d'habitation sur une plateforme numérique, ça peut déclencher la perte du statut d'habitation et faire en sorte que la vente subséquente soit taxable. Deuxième type de vente qui peut généralement être exonéré, c'est la vente par un constructeur d'un immeuble d'habitation. Puis ici, c'est grandement résumé parce que c'est 4 articles en un. On parle de la situation générale sans toutes les exceptions qui peuvent être visées. Mais pour qu'un constructeur vende l'immeuble d'habitation dont il a assumé la construction en exonération de taxes, bien, il faut avoir été visé par les règles d'exonération au départ, d'autocotisation en fait. Donc l'exemple typique, c'est quelqu'un qui va bâtir un immeuble locatif de 4 logements. Techniquement, si l'immeuble est neuf et qu'il n'a pas été habité, il va être taxable. Par contre, on voit souvent en pratique qu'il y a des délais entre le moment où on s'entend sur la nature d'une transaction puis du prix convenu, et le moment où on passe chez le notaire. Exemple, si l'immeuble était prévu pour être transféré en date du 20 juin, mais que pour une raison ou pour une autre, on finalise la vente le 15 juillet, s'il y a des locataires qui emménagent entre-temps, on déclenche une autocotisation. Dans ce contexte-là, c'est le constructeur qui doit remettre la taxe et non l'acheteur potentiel qui s'attendait à acheter un immeuble neuf. Ça crée des beaux casse-têtes en termes de correction en matière de conformité de taxe là, pour le vendeur généralement. Deux autres types de ventes possibles en exonération. La vente par un particulier d'un immeuble autre qu'un immeuble d'habitation, mais uniquement dans le contexte où est-ce que l'immeuble n'est pas principalement utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée avec une expectative raisonnable de profit. Vous êtes familier avec ce concept-là, je n'en doute point. Par contre, en taxe d'entreprise, ça implique aussi la location d'un immeuble pour des périodes successives. Donc, si vous avez des revenus plus élevés qu'anticipés avec vos locations sur Airbnb, il se pourrait qu'on soit en présence d'une entreprise aux fins des taxes, ce qui pourrait déclencher une vente taxable non prévue. Autre exonération possible, bien, c'est une vente d'un immeuble par un particulier, autre qu'un immeuble d'habitation. Mais dans un contexte où on est un inscrit, il ne faut pas que cette immobilisation-là, l'immeuble lui-même, soit utilisé principalement pour des locations par bail ou accord semblable. Ici, le gros piège, c'est souvent quelqu'un qui va dire bien, je ne suis pas inscrit en taxes, donc je peux bénéficier de l'exonération. Le problème, c'est que la notion d'inscrit comprend aussi les personnes qui sont tenues d'être inscrites en taxes. Puis ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'on a souvent des particuliers qui achètent un immeuble, que c'était leur seule source de revenus taxables, mais ils sont aussi propriétaires d'actions d'une société par action qu'ils contrôlent. Dans ce contexte-là, on partage le seuil d'inscription. Ça veut dire que ces gens-là étaient tenus d'être inscrits dès leur première location taxable. Quand on perd une exonération, c'est pas aussi simple, puis là, vous le comprendrez assez bien aussi, c'est pas aussi simple qu'on pense de refiler le coût de taxe à un acquéreur. Particulièrement dans un contexte où est-ce que les immeubles qu'on met disponibles sur une plateforme numérique d'hébergement, normalement, il y a une grosse composante résidentielle. Puis à moins qu'on soit dans le bas d'une pente de ski où est-ce que tout le monde possède des condos locatifs et tout le monde est inscrit en taxes, le coût additionnel devient un montant qu'on ne peut pas aller chercher parce que les comparables autour ne sont pas nécessairement devenus taxables, parce que ce n'est pas tous les immeubles qui sont fournis pour de la location à court terme.
Donc, ça fait le tour des règles où est-ce qu'on on a des situations où est-ce qu'on peut vendre un immeuble en franchise de TPS et de TVQ. Dans toutes ces règles-là, les notions d'habitation et d'immeuble d'habitation étaient incluses. Et le labyrinthe auquel la Cour d'appel fédérale faisait référence en 2000 commence ici. Puis au fur et à mesure où je montais la présentation, on a quasiment une impression de poupée russe aussi, mais ça commence avec la notion d'habitation. Dans un premier temps, une habitation, ça va viser à peu près toute forme de logement possible. On parle de maison individuelle, jumelée, en rangée, une unité de copropriété, une maison mobile, une maison flottante, un appartement, une chambre d'hôtel, de motel. C'est à peu près tout gîte imaginable ou tout logement possible. Le point central et commun de tous ces types d'habitations-là, c'est l'occupation à titre résidentiel ou d'hébergement, que ça soit présent, passé, dans le futur ou que ça soit vacant et dont la dernière fois que la maison a été utilisée, c'était à titre résidentiel ou d'hébergement. La notion d'habitation, ensuite, est utilisée dans la définition d'immeuble d'habitation. Ici, on a un résumé condensé là, des parties les plus essentielles des qualifications. Ce que ça comprend, un immeuble d'habitation, c'est soit la partie constitutive d'un bâtiment qui comporte une habitation, y compris l'espace nécessaire à l'usage résidentiel, la partie d'un bâtiment qui est attribuable à l'habitation, qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, qui constitue une maison jumelée, en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui prévoit un droit de propriété distinct. Puis évidemment, cette partie du bâtiment-là doit être aussi une habitation. Où est-ce que ça devient délicat? C'est à l'alinéa C. Ce qu'on dit ici, c'est que c'est la totalité du bâtiment visé à l'alinéa A ou du local visé à l'alinéa BI, qui est la propriété d'un particulier et qui lui sert principalement de résidence à lui-même, à un ex-époux, un ex-conjoint de fait ou à une personne qui est liée. Puis ici, il faut faire attention à ne pas confondre avec le concept de résidence principale en impôt. C'est souvent une question qu'on reçoit. C'est ma résidence principale, je la vends, je l'ai mis sur Airbnb. Si je fais mon choix de résidence principale, est-ce que je peux bénéficier de l'exonération? La réponse, c'est deux analyses complètement distinctes. Et c'est ici que ça devient un petit peu délicat. Quand on a un immeuble d'habitation, il y a la règle d'exclusion des hôtels, motels ou gîtes semblables. Ça, c'est le dernier paragraphe de la définition qui vient dire essentiellement que ne sont pas des immeubles d'habitation tout ou partie d'un bâtiment qui est un hôtel, motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable. Si le bâtiment n'est pas visé à l'alinéa C et si 90% ou plus des fournitures sont des locations qui prévoient ou sont censées prévoir des périodes de possession continues de moins de 60 jours. Alors, je reviens au premier critère. Un logement qui est meublé, qui est loué à l'année sur une plateforme numérique d'hébergement, ça va se qualifier à titre d'hôtel, motel, auberge, pension ou gîte semblable. Pour la deuxième condition, le bâtiment n'est pas visé à l'alinéa C. Ici, la position des autorités fiscales, c'est qu'il faut que la totalité du bâtiment, même si on parle d'une partie de bâtiment dans les alinéas précédents, soit utilisé principalement par le particulier. Donc, dans le contexte d'un logement en copropriété, et ça, c'est une position qui date quand même depuis 2007 de l'ARC, mais qui a été récemment reprise et qui fait quand même sourciller tous les praticiens en taxes à qui je parle, ça implique que si vous avez un logement en copropriété, vous ne pouvez pas conserver le statut d'immeuble d'habitation en prétendant que vous vous en servez principalement à titre de résidence, parce que le test s'applique sur l'ensemble du bâtiment. Donc, si vous êtes dans une tour à condo à Montréal, la position des autorités fiscales, c'est que vous ne détenez pas ou vous n'utilisez pas 50% ou plus de la totalité des logements en copropriété de votre complexe. Pour la troisième condition, pour les locations de moins de 60 jours, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les gens nous disent « je ne fais que louer au mois, ça devrait être exonéré ». La réalité, c'est que c'est vrai pour les locations. Par contre, pour qualifier un immeuble à titre d'immeuble d'habitation, le test, c'est 60 jours et non 30. Par ailleurs, à titre de développement récent, là, au dernier comité de liaison, le Revenu Québec a indiqué par contre que si vous louez à la même personne
pour plusieurs périodes de 30 jours consécutives, ça pourrait être considéré comme une période d'utilisation continue de plus que 60 jours. Donc, une étage de plus dans le labyrinthe ou la poupée russe, là, selon le cas, ce que ça constitue, ce qu'est un hôtel-motel ou gîte semblable pour l'ARC, c'est un immeuble qui va rencontrer les critères suivants pendant toute l'année. Autrement dit, il faut que l'établissement fournisse habituellement de l'hébergement temporaire et ne constitue pas un lieu de résidence permanent. Il faut que si la réglementation provinciale ou municipale l'exige, l'établissement a le droit, en vertu d'un permis, comme le numéro de CITQ, d'offrir un lieu d'hébergement provisoire. Il faut que l'établissement soit offert en location au public. Donc, si vous avez un établissement là, qui est offert à une petite strate de la population, ou par exemple les employés d'une seule entité, on ne serait pas dans une situation de location offerte au public. Le cas échéant, puis en anglais on parle de « where appropriate », il y a une heure d'inscription commune. Les chambres ou les appartements de l'établissement sont meublés par le fournisseur. Puis selon la nature de l'établissement, il y a des services connexes, comme les services d'entretien ménager, de restaurant, de salle de réunion ou autres. Et le quatrième puis le sixième critère, on ne les voit généralement pas dans des logements qui sont loués sur Airbnb ou des chalets. Et ça n'empêche pas les autorités fiscales de les considérer comme tels. Et ces critères-là, récemment, on se pose la question, avec une décision récente de la Cour canadienne de l'impôt, s'ils tiennent toujours. Dans la décision 135-1231 Ontario Inc. contre Sa Majesté le Roi, on avait une société par action qui détenait un immeuble qui avait été loué pendant près de 10 ans à long terme. Puis dans la dernière année de détention, l'immeuble a été mis en vente et on a commencé à le louer à court terme, strictement. En pourcentage, durant toute la durée de détention, on avait plus que 90% des périodes qui étaient visées par de la location de plus qu'un mois. Et au moment de vendre, la position avait été prise que la vente demeurait exonérée parce qu'on avait encore un immeuble d'habitation. Parce qu'on disait que la totalité ou presque des baux prévoyaient des périodes d'occupation continue de plus de 60 jours. Je joins 4 paragraphes, en fait, parce que l'élément essentiel ici, pour les fins de la présentation, c'est la conclusion de la Cour sur la question de la totalité ou presque. Parce que dans un premier temps, elle conclut, un peu comme les autorités fiscales, qu'un appartement qui est loué sur Airbnb, meublé, chauffé, éclairé avec Internet, pour des périodes, en fait, strictement à court terme, ça va se qualifier d'hôtel, motel ou gîte semblable. Ensuite de ça, par contre, pour le test de la totalité ou presque des périodes d'occupation de moins de 60 jours, ce que vient dire, c'est qu'on doit regarder au moment de la vente quelle était l'utilisation de l'appartement. Et il concluait qu'au moment de la vente, la totalité ou presque des locations prévoyait ou était censée prévoir dans le futur, essentiellement, c'est ce qu'on comprend, des périodes de possession continue de moins de 60 jours. La décision ne déroge pas tant de la position des autorités fiscales, mais ne précise nulle part que ces critères-là qui permettent de conclure à la présence d'un hôtel, motel ou gîte semblable doivent être respectés tout au long de l'année. Là, ça laisse place à l'interprétation, à savoir, par exemple, si j'emménage chez ma nouvelle conjointe, que je mets mon condo en vente, que je fais mon changement d'adresse, que je décide de le louer sur Airbnb pour couvrir mes paiements d'hypothèque, le temps de trouver un acheteur, est-ce qu'on est en présence d'un nouveau piège ou est-ce qu'on perd le statut d'immeuble d'habitation parce qu'on ne doit pas charger les taxes dans cette situation-là? La bonne nouvelle, c'est que présentement, la décision est en appel devant la Cour d'appel fédérale, puis on espère avoir un petit peu plus de précision sur les critères à retenir dans un contexte comme ça. Donc, on revient de 2 étapes aux définitions de la loi. 2 autres définitions pertinentes, la notion de logement provisoire, qui essentiellement parle d'un immeuble d'habitation ou une habitation qui est fournie à un acquéreur en vue de son occupation continue pour une durée de moins d'1 mois. Et évidemment, la notion de mois est définie dans la loi sur la taxe de vente du Québec et dans la loi sur la taxe d'assises. Puis on parle ici d'une période qui commence un quantième donné qui prend fin la veille du quantième du mois suivant. Puis s'il n'y a pas de quantième équivalent, le dernier jour du mois suivant. Donc, le 30 janvier au 28 février, c'est un mois. Le 22 février au 21 mars, c'est un mois. Le 1er avril au 30 avril, c'est un mois. Le piège le plus courant ici, quand on loue sur Airbnb, c'est qu'on doit aussi composer avec la taxe sur l'hébergement, qui, elle, va s'appliquer sur des locations d'une période de 31 jours ou moins.
Donc, on peut se ramasser dans une situation où est-ce que la décision pratique, c'est de dire si je charge la taxe sur l'hébergement, je vais charger la TPS et la TVQ. Puis on le voit souvent, là, surtout dans des contextes de plateforme où est-ce que tout est automatisé, c'est pas si évident que ça coder des applications distinctes, surtout que la TPS et la TVQ s'appliquent sur la taxe sur l'hébergement. Ce que ça a comme impact, c'est qu'on pourrait se ramasser avec des locations qui devraient techniquement être exonérées, qui sont taxées. Et du côté des dépenses pour l'exploitant du logement, mais ça veut dire qu'on réclame potentiellement 100% des taxes sur les dépenses courantes, alors qu'on a peut-être droit à 25, 40 ou 50%. Donc, ce n'est pas uniquement du côté de la taxe où on peut se tromper, c'est aussi au niveau des remboursements qu'on peut demander. Dernière portion des règles traditionnelles, les conversions et les autocotisations qui s'en suivent. En règle générale, si quelqu'un est inscrit en taxe et il possède une immobilisation qui comprend un immeuble, les changements d'usage entre des activités commerciales qui génèrent des revenus taxables, des activités exonérées, va déclencher une obligation de s'autocotiser ou donner droit à des remboursements additionnels si le changement est significatif, de plus que 10 %. Par contre, si le changement fait en sorte que l'immeuble devient un immeuble d'habitation, l'autocotisation, au lieu d'être sur la teneur en taxe, c'est-à-dire le prix payé pour l'immeuble et les améliorations apportées, bien, il se fait sur la juste valeur marchande. Dans ce contexte-là, si une personne commence à détenir un immeuble à titre d'immeuble d'habitation parce que, par exemple, on arrête de louer sur Airbnb puis ça redevient un immeuble qui est utilisé à titre résidentiel, mais ça va déclencher une autocotisation à la juste valeur marchande. C'est aussi le cas pour des immeubles qui étaient utilisés à des fins personnelles, qui sont devenus des hôtels, motels ou gîtes semblables et qui redeviennent un immeuble d'habitation. Ce qui veut dire qu'un couple qui aurait un chalet au début des années 2000 payait 35 000 si aujourd'hui le chalet vaut 700 000 qui a été loué pendant 2 ans de temps en pandémie, mais techniquement, ils ont un chèque à faire à Revenu Québec de 15 % sur le 700 000 d'aujourd'hui. Donc, ça dresse un portrait un peu des genres de pièges qui surviennent quand on applique les règles traditionnelles en matière de taxes. Maintenant, depuis 2021, la taxe Airbnb, ce que c'est, en fait, c'est une portion des nouvelles règles sur le commerce électronique qui viennent s'ajouter, s'imbriquer dans les règles traditionnelles qu'on vient de voir. Les notions clés qui vont s'appliquer ici, bien, essentiellement, là, ce que ça va viser, la taxe Airbnb, c'est les plateformes de logement, puis les personnes qui vont avoir des responsabilités additionnelles avec cette nouvelle taxe-là, ce sont les exploitants de ces plateformes-là. Essentiellement, ces personnes-là qui sont des exploitants de plateformes de logement, c'est des personnes qui vont contrôler les éléments essentiels des transactions qui ont lieu par l'entremise de la plateforme. Généralement aussi, ces entreprises-là, comme Airbnb, vont charger des commissions, des frais administratifs et des frais de réservation. C'est pourquoi on a la notion de fourniture liée à un logement qui est aussi intégrée dans la LTVQ et la LTA. L'objectif de cette taxe-là, essentiellement, c'est de forcer les exploitants de plateformes de logement à s'inscrire et à percevoir la taxe dans des situations où est-ce que la taxe n'était pas perçue auparavant. Le cas le plus typique, en fait, c'est les locations par des propriétaires qui ne sont pas inscrits en taxe. Donc, si tout le monde est conforme, ce ne sont que les locations par les petits fournisseurs qui deviennent taxables alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Puis, pour que les exploitants de plateformes soient tenus de s'inscrire, bien, ils doivent évidemment permettre la location de logements provisoires au Québec ou charger des frais qui se qualifient de fourniture liée à un logement à des personnes non inscrites. Et là, ce n'est pas simplement un consommateur. Là. Toute personne qui va faire l'acquisition d'un logement provisoire sur une plateforme qui ne fournit pas son numéro de taxe, techniquement, va être considérée comme une personne non inscrite. Dès qu'on franchit 30 000 sur une période de 12 mois, ce qui correspond essentiellement au calcul du petit fournisseur, l'exploitant de plateforme va devoir s'inscrire. C'est une obligation qui s'applique tant aux exploitants non résidents qu'aux plateformes québécoises. Il faut garder en tête aussi qu'il y a des pénalités importantes pour les personnes qui vont présenter des fausses informations aux exploitants de plateforme. Par exemple, donner un faux numéro de taxe pour que les taxes lui soient remises au lieu d'être remises par les exploitants de plateforme eux-mêmes. Une fois inscrits, bien, évidemment, les exploitants de plateforme vont avoir légalement l'obligation de percevoir et de remettre la taxe dans les cas où est-ce que les autres ne sont pas inscrits. En pratique, vous me direz quelle est la différence entre les deux. Il n'y en a pas vraiment parce que normalement, les exploitants de plateforme vont percevoir la taxe pour le compte du propriétaire et lui remettre.
Par contre, dans le cas des non-inscrits, c'est une obligation légale, puis dans le deuxième cas, c'est simplement une façon que le modèle d'affaires fonctionne. À partir du moment où un exploitant de plateforme va être inscrit, par contre, il va avoir à charger la taxe à un acquéreur qui ne donne pas de preuve d'inscription. Et ça, c'est une particularité propre au régime simplifié des non-résidents. Ce que ça prévoit, en fait, c'est qu'une entreprise qui a des numéros de taxes qui aurait normalement droit à des remboursements de TPS, TVQ, à titre de CTRTI, ne devrait pas donner de l'argent à un non-résident de l'étranger. Donc, si on paie par erreur un montant de taxes à des entreprises inscrites, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura pas de CTRTI possible, puis il n'y aura pas de demande de taxes payées par erreur possible auprès de Revenu Québec. Jusqu'à tout récemment, la directive était de s'adresser aux fournisseurs pour tenter d'obtenir une note de crédit, mais le projet de loi 49 vient de changer la donne, puis ça va devenir une obligation pour les non-résidents de rembourser les taxes qui auraient été perçues par erreur. Ça, c'est une situation qui a fait quand même pas mal de bruit dans la presse il y a quelques années. Ça a été corrigé depuis, en fait, tout récemment. Autre changement de la taxe Airbnb, des déclarations annuelles de renseignements obligatoires pour les exploitants de plateformes de logement. Ça ici, c'est quand même un changement majeur. Ça vient donner énormément d'informations aux autorités fiscales sur la nature des revenus. Les autorités fiscales sont capables de vérifier à l'aide des comptes d'électricité, des comptes de consommation Internet ou de télécommunications l'utilisation d'un immeuble, mais maintenant, on est capable, en fait, les autorités fiscales sont capables d'avoir accès à énormément d'informations qui est fournie pour croiser les données, y compris la conformité avec les règles sur la loi sur l'hébergement touristique. Parce que les numéros d'établissement d'hébergement sont maintenant listés avec l'adresse du logement, le nom du fournisseur, et la totalité des ventes qui ont été effectuées avec ce numéro-là. Si vous voulez consulter la liste des exploitants de plateformes de logement qui sont en activité au Québec, il existe la liste des non-résidents tant au fédéral qu'au provincial, et il existe aussi une liste au Québec pour ceux qui sont inscrits à la taxe sur l'hébergement. Donc, ça couvre l'ensemble des règles. Puis là, c'est important de rappeler c'est quoi l'interaction de ces règles-là avec ce qui existait avant l'arrivée de la taxe Airbnb. Les plus gros changements sont les suivants. Maintenant, toutes les locations de logements provisoires au Québec par l'entremise d'une plateforme sont taxables, que ce soit par un petit fournisseur ou non. En pratique, c'est un peu un incitatif pour les petits fournisseurs de s'inscrire parce qu'il n'y a plus vraiment d'avantage compétitif possible parce que les taxes vont être chargées d'une façon ou d'une autre. En pratique, les risques d'erreur dans le calcul des taxes, par exemple, augmentent beaucoup. Le cas de Airbnb est le meilleur exemple. Si vous ne fournissez pas de numéro de taxe, la plateforme les calcule pour vous. Si vous fournissez vos numéros de taxe dans votre compte d'utilisateur, la plateforme cesse de calculer les taxes sur vos annonces et vous devez aller dans chacune de vos annonces pour les configurer. Taxe d'hébergement, TPS, TVQ. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a soit un oubli de donner le numéro de taxe en prenant pour acquis que la plateforme s'en occupe à votre place, soit on pense qu'on a rempli nos obligations en donnant le numéro de taxe, puis que la plateforme va continuer de les calculer puis remettre les taxes. Ce n'est pas le cas. Dernier changement majeur, les déclarations de renseignement. Il y a énormément d'informations qui s'envoient aux autorités fiscales et elles s'en servent pour vérifier si on est en présence d'un immeuble taxable ou non au moment de la revente. Ce qui ne change pas, c'est que vos ventes par l'entremise d'une plateforme vont continuer de compter dans votre seuil de petits fournisseurs. Autrement dit, on ne peut pas se cacher en étant un propriétaire d'immeuble au Québec derrière le fait qu'on se sert juste de la plateforme pour retarder le moment où on s'inscrit. Le corollaire de ça, puis la conséquence qui en découle, c'est que le propriétaire inscrit ou tenu de s'inscrire conserve sa responsabilité de percevoir et de remettre la TPS. Il y a une croyance, surtout un peu de confusion parce que les exploitants de plateforme sont quand même tenus de remettre la taxe sur l'hébergement, même pour les inscrits. La croyance, c'est que c'est pour l'ensemble des taxes que les plateformes s'occupent de ça. Donc, en cas d'erreur, comme la taxe va généralement être remise, il y a une politique de tolérance qui est applicable, puis Revenu Québec a indiqué que ça pouvait être appliqué dans un contexte où est-ce qu'on aurait dû remettre nous-mêmes les taxes, puis parce qu'on ne s'est pas conformé en donnant la bonne information à l'exploitant de plateforme, c'est la plateforme qui les a remises.
Par contre, comme toute situation de tolérance administrative, il y a certaines limites, puis au fil du temps, l'ignorance est de plus en plus dure à plaider là, sur ces questions-là. Puis le plus important de tout là-dedans, c'est que toute la première section de notre présentation, là, les notions d'immeuble d'habitation, les règles de conversion, de changement d'usage, elles demeurent les mêmes. En fait, Airbnb, la taxe Airbnb n'a pas changé la façon dont les taxes s'appliquent, mais le phénomène des plateformes numériques d'hébergement, particulièrement dans le cadre de la pandémie, a multiplié les situations où est-ce qu'on a des immeubles qui sont utilisés à des fins mixtes. Puis, honnêtement, dans les 4 dernières années, je ne crois pas avoir eu une semaine sans avoir de questions sur ces situations-là. Ici, je réutilise une diapositive que j'avais utilisée en janvier dernier, où est-ce que j'avais recherché dans les Laurentides des chalets de 10 personnes. Puis dans la première page de résultats, je pense que c'était sur 10 résultats, il y en avait au moins 3, où est-ce qu'on avait au moins 50 jours non disponibles en 2024, parce que vraisemblablement, ils étaient déjà réservés. Puis ça, c'était en janvier dernier, là. Donc, on avait déjà pour 30 000 $ de revenus de réservés. Puis, je pense que c'était une annonce sur 2 où est-ce qu'on n'avait aucune taxe qui était facturée, autre que la taxe sur l'hébergement. Si vous faites le calcul rapidement, là, on arrive à peu près à 3,5 % du premier montant en haut dans les 3 exemples ici, mais il y a un gros manque à gagner de TPS, TVQ. Ce que ça laisse suggérer, c'est soit qu'il y a une erreur puis qu'ils ont oublié de configurer leurs annonces, ou ils voulaient avoir l'air plus attrayant en chargeant pas de taxes, puis ils extraient de leur montant de vente les taxes applicables. Dans ce cas-là, c'est moins dramatique, mais ça reste quand même non conforme avec les obligations d'information sur les factures. Alors, maintenant, on est rendu aux exemples rencontrés en pratique. Ici, ce sont des cas typiques qui peuvent sembler catastrophiques, ou est-ce que tout ce qui peut aller mal va mal. Je l'ai présenté comme ça la première fois que j'ai montré ces exemples-là, et dans les 7 jours qui ont suivi, il y en a 2 sur 3 qui se sont présentés pour vrai. Alors, on les a conservés pour les présenter aujourd'hui. Le premier exemple, c'est celui du chalet personnel. On a M. Loutou, qui est un travailleur autonome, qui est déjà inscrit aux taxes, qui déclare sur une base mensuelle. Il possède depuis 2002 un chalet qui a d'abord été utilisé uniquement à des fins personnelles. Puis à partir de janvier 2018, il décide de l'offrir exclusivement en location sur Airbnb lorsqu'il emménage avec sa conjointe. Toutes les locations sont pour une période de moins d'1 mois pour simplification de l'exemple. Puis le chalet avait été acquis pour 100 000 $ sans taxe. Le temps passe, le chalet devient vétuste, puis en 2017, il décide, compte tenu de la prise de valeur de son immeuble, de refinancer, puis d'apporter des améliorations de 150 000 pour rénover une grande partie du chalet. Les taxes n'ont jamais été réclamées à titre de CTI-RTI sur ces dépenses-là, parce que, bon, dans sa tête, c'était un chalet personnel. À ce moment-là, il n'avait pas décidé de louer encore. Puis, il n'avait pas saisi que les revenus taxables devaient être comptabilisés par personne et non par type d'activité. Donc, en janvier 2024, après avoir généré des revenus de location là, sur 6 ans de 90 000 $, là, ce qui est relativement modeste, mais quand même important, monsieur décide de profiter davantage de son chalet, de sorte que les locations à court terme, le taux de location à court terme est redescendu sous les 50 % des jours d'utilisation réelle du chalet, parce que monsieur y allait souvent. Évidemment, comme plusieurs personnes qui affichent des logements sur la plateforme Airbnb, il n'a jamais configuré son compte d'utilisateur pour percevoir les taxes, parce que de toute façon, on avait entendu dire qu'Airbnb les remettait à sa place. En 2024, le chalet, il se trouvait en Estrie, puis la valeur des chalets dans les dernières années, dans certains coins, c'est 100 %. Ça vaut maintenant 700 000 $. Et monsieur envisage de le vendre. Et là, nous, on reçoit l'appel en mars 2024 de son comptable qui veut confirmer qu'il n'y a pas de conséquences en taxes parce qu'il va faire son choix de résidence principale en impôt. C'est là qu'on intervient et qu'on indique que les conséquences sont les suivantes, là. Premièrement, sur le 90 000 de location, au départ, il y avait une obligation de percevoir puis de remettre lui-même la taxe dans ses propres déclarations. Ensuite de ça, le chalet, depuis 2018, les 3 critères d'exclusion sont rencontrés. Le chalet n'est plus un immeuble d'habitation, puis il est réputé avoir payé la TPS, la TVQ correspondant à la teneur en taxe à ce moment-là.
En 2018, il aurait pu réclamer des CTRTI sur ces améliorations réalisées en 2017. Et là, ici, je fais fi du projet de loi qui extensionne les périodes de prescription là, en raison de la pandémie, mais on a 4 ans pour réclamer des CTRTI à cette déclaration. Donc, en février 2022, techniquement, s'il n'avait pas réclamé ces CTRTI, ils étaient prescrits. Il aurait pu réclamer un remboursement d'environ 22 500 $ qui n'a pas été réclamé. En janvier 2024, au moment où est-ce qu'il recommence à l'utiliser personnellement à plus que 50 %, bien, l'immeuble redevient un immeuble d'habitation parce qu'on retombe à l'alinéa C dont on a parlé tout à l'heure. Dans ce contexte-là, bien, les règles de conversion prévues à l'article 190 de la LTA s'appliquent, puis il y a une autocotisation à la juste valeur marchande sur 700 000 $ qui s'applique. Pour les fins du calcul, c'est 700 000 $ avant taxe dans le calcul, mais évidemment, la juste valeur marchande, normalement, dans les comparables, va inclure la taxe, donc elle doit être extraite. Mais ça, c'est un détail qui, pour les fins de l'exemple, peut être omis. Donc, dans ce contexte-là, on a eu 90 000 de revenus, mais on a perdu 22 500 $ de remboursement qui était possible, puis on doit faire un chèque de 105 000 $ si on veut conserver l'immeuble. Dans le deuxième exemple, ici, on est plus dans un contexte de conformité puis de difficultés qu'on rencontre en louant un immeuble en contexte de copropriété. Donc, on a Mme Loupotan qui acquiert en part égale avec M. Loutou un condo centre-ville qui va leur servir de résidence habituelle. Par contre, Mme n'est pas inscrite en TPS-TVQ, alors que Monsieur est toujours inscrit en raison de ses activités de consultant. Comme ils souhaitent voyager, ils sont en pré-retraite environ 3 mois par année sur des périodes espacées, Madame propose d'afficher le condo sur Airbnb pendant leurs absences, puis Monsieur n'est pas intéressé du tout après le chèque qu'il a dû faire dans l'exemple numéro 1. Donc, il dit « Je ne veux pas participer à ça, je ne veux pas m'en occuper, mais je veux conserver ma part des revenus si on le fait. » Donc, Madame n'est pas inscrite en taxe, elle s'inscrit sur Airbnb, elle ne fournit pas de numéro d'inscription parce qu'elle n'en a pas. Puis, de toute façon, les revenus de location du condo sont de moins de 30 000 $ par année. Donc, elle se dit qu'il n'y a pas d'obligation. Ce que ça a comme impact, c'est que Madame, en tant que copropriétaire qui n'est pas inscrite, a fait la bonne chose. Elle n'a pas à percevoir et déclarer la TPS et la TVQ. Par contre, Monsieur, en tant qu'inscrit, pour sa portion, techniquement, devrait le faire. Et là, vous me direz, mais on fait comment avec une plateforme qui ne permet pas de séparer les copropriétaires sur un même immeuble? Bien, effectivement, c'est une difficulté qu'on rencontre en pratique. Donc là, ce qui va arriver, c'est que Airbnb ne va pas facturer la TPS, la TVQ sur les frais chargés aux autres. Airbnb va aussi percevoir et remettre la TPS, la TVQ et la taxe sur l'hébergement relativement aux locations du condo. Techniquement, évidemment, il y a une politique administrative qui s'applique dans un contexte comme ça parce que la taxe va être remise, mais légalement parlant, M. Loutou a quand même des obligations de remise de TPS, TVQ. Au niveau des CTRTI, par contre, Monsieur pourrait récupérer sur sa moitié à lui les taxes sur les dépenses courantes, alors que Madame ne pourrait pas. Aussi, au niveau des taxes sur l'acquisition et les améliorations du condo, ça ne sera pas possible d'en réclamer parce que quand on est un particulier qui détient un immeuble, si on a une utilisation principale à titre résidentiel, on n'a pas le droit d'en réclamer. La revente éventuelle, elle, va demeurer exonérée, ce qui est une bonne chose. Il faut toutefois faire attention au changement d'usage ou si, par exemple, à la lumière de la position des autorités fiscales et de la décision dont on vient parler, si on part pour une période de 3 mois, par exemple, ou de façon définitive, parce qu'on décide de finalement vendre le condo, on va peut-être en avoir un changement d'usage qui va faire perdre le statut d'immeuble d'habitation. L'usage qui est prévu présentement, ça ne veut pas dire que ça va être l'usage en continu. Il faut garder en tête qu'il y a des enjeux à perdre le statut d'immeuble d'habitation puis le regagner ensuite de ça. Puis d'un point de vue pratique, l'inscription volontaire de Madame, ça permettrait d'indiquer des numéros de taxes et de pouvoir ensuite de ça déclarer chacun de leur côté pour la moitié les taxes applicables, puis réclamer aussi 100 % des CTI sur les dépenses courantes durant leurs absences puis les locations à court terme. Et le dernier, mais non le moindre, le cauchemar au chalet. Et celui-là, c'est sur celui-là que j'avais fait le commentaire que partez pas en panique, c'est très rare que ça va arriver comme ça, mais finalement, non, c'est possible que ça arrive comme ça.
Ici, on a une société de gestion qui est inscrite en TPS-TVQ parce qu'elle détient plusieurs compagnies opérantes, dont une compagnie de construction, puis il y a des refacturations de services administratifs. Avec ses liquidités à l'été 2020, la compagnie de gestion ABC Inc. acquiert un terrain près du massif et il fait construire un chalet. Le chalet va être strictement offert à location sur Airbnb, puis réservé pour l'actionnaire unique de monsieur pour 2 semaines à Noël, puis pendant la semaine de relâche. Puis parce que c'est quelqu'un qui tient à être en règle au niveau fiscal, il se fait une facture en fait, de sa compagnie à lui-même, puis il paie le montant de la JVM en se disant « j'aurai pas de problème comme ça avec l'impôt ». Le coût de construction était 500 000 plus taxes, puis les revenus de location pour les 4 années d'exploitation totalisaient 400 000 Ça peut sembler beaucoup comme ça, là, mais c'est 250 en fait, c'est 400 par nuit pour 250 nuits par année. C'est régulier qu'on voit ça là, près des stations de ski. Puis les dépenses d'exploitation pour un immeuble qui est neuf à 80 000 c'était assez réaliste. Évidemment, M. Lourien, qui était l'actionnaire, n'a jamais configuré le compte d'ABC pour percevoir les taxes parce qu'il a lu sur Internet que Airbnb se chargeait de les percevoir. C'est une histoire qu'on entend souvent. On le met souvent dans nos exemples parce que ça arrive à tout coup. Croyant à tort qu'il ne pouvait pas réclamer des taxes sur la construction de chalets locatifs dont il allait se servir personnellement, il n'a jamais réclamé de CTRTI sur la construction de chalets. Arrive l'été 2024, il y a un besoin de liquidité, puis on décide de vendre le chalet qui vaut maintenant $1 million. L'annonce est retirée quelques semaines avant la mise en vente pour lui permettre de remettre le chalet dans un état convenable. Et comme il est convaincu qu'un immeuble usagé, en fait un chalet qui est utilisé personnellement, c'est exonéré, mais le chalet est affiché sans taxe. Puis évidemment, il y a une offre qui est reçue sur le champ, par exemple, d'un nouveau résident du Canada, un fortuné qui voulait s'installer près d'une station de ski. L'offre est acceptée, le notaire est chargé de préparer l'acte de vente sans qu'il n'y ait pas des services d'un fiscaliste, parce que dans leur tête, tout est clair sur l'exonération. Et finalement, on survient une vérification où est-ce qu'on nous pose la question, est-ce qu'il aurait dû y avoir des taxes? D'abord, les conséquences, c'est que les revenus de location auraient dû être déclarés par ABC Inc. On commence à avoir une constante ici, là, avec une société inscrite. Donc, on s'expose à 60 000 potentiellement de cotisation si on n'applique pas la politique administrative. Comme les critères d'exclusion à la notion d'immeuble d'habitation sont rencontrés, le chalet n'est pas un immeuble d'habitation. Et même s'il en était un, il ne pourrait pas davantage être exonéré parce qu'il n'y a pas d'utilisation à titre résidentiel. Puis comme c'est le constructeur et qu'il n'y a pas eu d'autocotisation sur l'immeuble, on ne pourrait pas se cacher derrière la deuxième règle de vente exonérée qu'on a parlé au début de la présentation. Donc la vente du chalet est nécessairement taxable. Ici, le plus gros piège, c'est que quand on déclare qu'une vente est exonérée alors qu'elle était taxable, le prix de vente convenu est réputé de taxe incluse. Donc, on n'a pas de recours contre l'acheteur pour se faire payer la différence en taxe, à moins de réussir à démontrer que l'acheteur savait ou devait savoir que l'immeuble était taxable. Dans un contexte où on a retiré l'annonce quelques semaines avant, puis qu'on a un acheteur qui n'est pas vraiment au courant du marché ou qui vient tout juste d'arriver au Québec, je ne suis pas sûr que je serais à l'aise de conseiller à mon client de prétendre que l'acheteur devait savoir. À tout le moins, ce serait très risqué. Dernier clou dans le cercueil, comme ABC Inc. est inscrite en taxe, qu'elle a produit ses déclarations, le délai de prescription de 4 ans continue à tourner. Le fait de ne pas avoir réclamé des CTRTI, parce qu'à ce moment-là, le client ne voulait pas avoir de troubles avec des réclamations ou de taxes créditrices, elles sont prescrites. Puis les dépenses d'exploitation qui donneraient aussi droit à des CTRTI vont prescrire dans le temps aussi. Au net, on parle d'un coût minimal de 205 000 même en obtenant la tolérance administrative pour les taxes non perçues. Alors, le 400 000 net, qui devenait 320 000 moins les dépenses, devient finalement 105 000 Une fois que les impôts sont passés, ce n'était plus une aventure si payante que ça, malgré une prise de valeur de 100 % de l'immeuble. Alors, ça conclut ma présentation avec 18 secondes de trop.
C'est terminé.